Bienvenue à vous, bon réveil dans la matinale week-end. Prenez le temps de vous informer avec nous sur CNews. On est ensemble pour 3 heures d'infos en direct avec autour de la table Caroline Pilastre, bonjour. Bonjour Isabelle, Vous êtes, bonjour à tous. chroniqueuse à Sud Radio, et William Tay, bonjour à vous. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. Bienvenue donc à tous les deux. On jette d'abord un coup d'œil sur la météo de ce samedi 22 janvier avec vous, Karine Durand. Encore des conditions très grises, très calmes, très hivernales, tout simplement sur une grande partie du pays. La faute à un puissant anticyclone qui plaque tous ces brouillards au sol sur la moitié nord. Voilà pourquoi on retrouve autant de grisailles sur toute la moitié nord, mais un ciel parfaitement dégagé, de très belles conditions hivernales sur le sud avec le vent qui dégage le ciel une fois de plus en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on va retrouver cette France coupée en deux. Nuages au nord, soleil au sud. Une fois de plus, ça va se dégager un petit peu, faiblement, du côté du nord-ouest, Bretagne, Normandie, jusque sur les régions centrales. Par contre, les plaques de grisaille vont bien résister sur toute la région Grand Est et toujours de très belles conditions sur la Méditerranée, mais aussi sur toutes les stations de ski. Les températures sont basses, on a de fortes gelées au sud spécialement, justement car c'est là que le ciel est le plus dégagé. Moins 5 degrés sur Grenoble, moins 4 degrés sur Toulouse. Par contre au nord, c'est légèrement plus doux justement car les nuages retiennent la douceur. L'après-midi, encore une fois un ressenti digne de l'hiver, tout simplement. Température de saison, 7 degrés du côté de Paris, 8 en descendant vers Bayonne, un maximum de 14 pour Ajaccio. Les titres de l'actualité qu'on va développer ensemble dans un instant. On commence par cette prise de guerre pour Éric Zemmour. Gilbert Collard, figure du Rassemblement national, a décidé de le rejoindre à 80 jours de la présidentielle. Le candidat engrange les ralliements malgré une semaine chargée au niveau judiciaire et une baisse de régime dans les sondages. On commençait tout juste à apprivoiser Omicron et voilà qu'un nouveau variant, ou plutôt sous-variant, gagne du terrain. Il s'appelle BA2. Est-il plus ou moins contagieux, plus ou moins dangereux? Nous poserons toutes les questions au professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à la Riboisière. À tout à l'heure, professeur. Et puis changer l'Europe pour faire avancer la France, c'est le credo des soutiens à Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur cette vaste opération de communication pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. L'Europe confrontée à la question migratoire. Nous verrons ce que souhaite précisément le chef de l'État. Et on commence donc par ce déplacement d'Éric Zemmour sur les terres de la droite, dans les Alpes-Maritimes. Le candidat est à Cannes, c'est un bastion des Républicains, Éric Ciotti et David Lisnard. Et il sera en meeting ce soir au Palais des Victoires avec un nouveau venu dans ses rangs, Gilbert Collard, figure du Rassemblement national. Alexis Vallée. C'est l'une des plus belles prises de guerre d'Éric Zemmour. Gilbert Collard, soutien de Marine Le Pen depuis 2011, rejoint le fondateur du parti Reconquête. L'une des raisons pourrait être l'abandon de l'interdiction de la double nationalité du programme de la candidate du Rassemblement national. Je n'ai pas été consulté, du reste je l'ai mal pris. On ne m'a pas informé, du reste je l'ai mal pris. Je l'ai découvert dans la presse, du reste je l'ai mal pris. Le parti de Marine Le Pen a déclaré considérer ce départ comme un non-événement. La candidate, elle, assume de revenir sur certaines de ses convictions. En tant que candidate, je fais des choix, je l'assume. Je ne suis plus présidente du RN, ça change énormément de choses. Je suis libre, je prends mes risques. Des changements de cap multiples qui se concluent par le départ de plusieurs soutiens. Il ne faudrait pas que les évolutions de Marine Le Pen deviennent les accommodements raisonnables d'Alain Juppé. Et la certitude que j'ai trouvée avec Éric Zemmour, parce que ça n'est pas un professionnel de la politique, c'est qu'il fera et qu'il mettra en œuvre les promesses qu'il fait aujourd'hui devant les Français. Jérôme Rivière, Damien Rieu, Gilbert Collard, ce sont trois personnalités issues des rangs du Rassemblement national qui ont rejoint Éric Zemmour ces derniers jours. D'autres pourraient encore être attendus dans les prochaines semaines. Caroline Pilastre, question toute simple. Est-ce que Marine Le Pen doit s'inquiéter ? Je pense qu'elle doit s'inquiéter parce qu'effectivement, ces derniers jours, on a vu que Guillaume Pelletier, ancien porte-parole des LR, Monsieur Rivière, maintenant Monsieur Collard, sont du côté de M. Zemmour. Effectivement, en fait, vous avez beaucoup de militants et d'électeurs qui estiment que Marine Le Pen a perdu son âme RN et ce serait M. Zemmour qui incarnerait
cette nouvelle extrême droite. Et pour beaucoup, elle passe comme étant trop modérée, trop sociale, même trop de gauche. On a entendu là dans la séquence que certains la comparent même à Juppé, ce qui est quand même incroyable. Et ce qui est sûr, c'est que M. Zemmour a réussi à dédiaboliser Marine Le Pen pour beaucoup de Français qui passent comme étant une candidate du système, un peu comme tout le monde, de l'appareil. Donc je pense qu'elle peut être déstabilisée par ces prises de guerre, parce qu'en plus, M. Collard a toujours été un grand soutien. C'est quelqu'un qui s'est toujours exprimé de manière bienveillante la concernant. Même s'il s'est un petit peu mis en retrait ces derniers mois. Il s'était mis en retrait, c'est vrai, mais il ne niait pas justement ce qu'il estimait être ses carences, ses failles. Et au vu du revirement qu'il y a eu depuis 2017, puisque souvenez-vous, à l'époque, elle était quand même beaucoup plus tranchée, beaucoup plus radicalisée sur des sujets. Elle voulait sortir de l'Union européenne, elle ne voulait plus la monnaie unique. Et maintenant, elle a quand même changé son braquet. Et vraiment, c'est un revirement pour beaucoup de militants. Et si ça continue comme ça, je pense que ça peut être assez défavorable, ne serait-ce qu'en termes d'image, de communication politique. William Tay, vous partagez cette analyse? Marine Le Pen s'inquiète parce qu'évidemment, on minimise du côté du Rassemblement national, mais il y a des raisons de s'inquiéter. En fait, ça met une grande difficulté sur la stratégie du Rassemblement national et celle de Marine Le Pen, parce qu'on peut comparer la campagne de 2022 à la campagne de 2017. C'est qu'à chaque fois, Marine Le Pen joue le second tour avant de jouer le premier tour. Et elle va trop vite. Elle va trop vite. Et dans le cadre d'un second tour, vous devez rassembler, donc vous aller vers le centre des Français, ou en tout cas vers les lecteurs moyens, donc changer une partie des thématiques qui font peur à une grande partie de la population, que ce soit sur l'immigration ou sur la question européenne. La difficulté maintenant pour elle, c'est que pour la première fois, vous avez un candidat capable d'aller sur ces terres avec l'apparition d'Éric Zemmour, qui est capable de prendre des voix à Marine Le Pen dès le premier tour. Et donc du coup, ça change complètement la donne, dans la mesure où Marine Le Pen doit à la fois se normaliser au second tour, mais en même temps être radicale pour aller au second tour. Parce que si elle essaie de normaliser son image pour le second tour, mais qu'elle ne se qualifie pas, elle subira le même syndrome que Lionel Jospin. Donc maintenant, elle s'est normalisée beaucoup trop tôt dans la course, selon vous? Un peu trop tôt, mais après, en même temps, elle n'a pas trop le choix parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen et qu'elle vient du Rassemblement national. Donc elle est dans une stratégie qui est plutôt difficile. Ensuite, après, est-ce que le soutien de Gilbert Collard changera la donne? Premier point, c'est une personnalité qui est plutôt connue. Deuxième point, ça mettra le doute sur une partie des électeurs du Rassemblement national, sur une question qui est simple. Pourquoi est-ce que des cadres du Rassemblement national partent alors qu'elle monte dans les sondages? C'est peut-être parce que les cadres n'y croient pas, pensent qu'elle n'a aucune chance de victoire. Donc ça mettra un doute sur sa chance de victoire et donc provoquer un vote utile, notamment soit sur Éric Zemmour, soit sur Valérie Pécresse. Enfin, troisième point, pour Éric Zemmour, c'est effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Par contre, ça déplacera quasiment très peu de voix. Je pense qu'en fait, Éric Zemmour ne pourra attirer des voix de LR ou du Rassemblement national uniquement s'il obtient des très grands soutiens qui sont très marqués dans l'opinion. Chez LR, c'est-à-dire qu'on pense à Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez a soutenu Valérie Pécresse hier. Il s'est affiché hier très clairement. Et deuxième point, sur le Rassemblement national, pour couler Marine Le Pen et pour couler définitivement les chances du Rassemblement national, il doit attirer une seule personne, c'est Marion Maréchal Le Pen. Pardon, il faut reconnaître quand même que M. Zemmour rêve de l'union des droites. C'est ça son but absolu, parce que quand vous voyez justement ces dernières prises de guerre, c'est exactement représentatif de ce qu'il aimerait faire. Ce qui n'arrivera pas, comme vous le disiez, parce qu'un Laurent Wauquiez ne rejoindra jamais un Éric Zemmour, même si sur certains sujets sociétaux, en l'occurrence sur tout ce qui est insécurité, immigration, forcément, il y a des liens directs, puisque même Madame Pécresse, exactement, j'allais vous en parler, Madame Pécresse est obligée aussi d'aller vers cet électorat, parce qu'on sait très bien que chez les LR, forcément, ce sont des questions qui portent, ce sont des questions qui impactent. Et c'est là où est la difficulté, en fait, savoir se positionner entre un Emmanuel Macron, je parle des LR, et un Éric Zemmour qui a véritablement rebattu toutes les cartes depuis des mois. Ce qu'on voit, ce sont des ralliements de conviction, pas tellement justement ce que vous disiez, pas pour les sondages, en tout cas pour l'instant, d'ailleurs on va les voir, mais ça ne frémit pas beaucoup pour Éric Zemmour, mais c'est vraiment de la conviction, et ça peut avoir un impact en termes d'image pour l'électorat. Oui, ça aura un impact, parce que dans la mesure où quand vous avez des ralliements, mais des ralliements opportunistes, comme les ralliements qu'on a eus, ceux qui ont quitté François Fillon en 2017 pour rejoindre Emmanuel Macron, bon, les Françaises savent que ces personnels n'ont pas choisi Emmanuel Macron, ça se voyait. François Fillon. Ils ont fait un choix qui était opportuniste et assez carriériste. Là, on peut au moins reconnaître à ces personnes de ne pas faire un choix des sondages, dans la mesure où Éric Zemmour, dans aucun sondage, n'a une capacité d'aller au second tour, ni même de gagner face à Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt des choix de conviction. Là où ça le renforce, ça veut dire qu'en fait, ça crédibilise deux messages. Premier, c'est celui que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'il est en capacité de faire l'union des droites, dans la mesure où il est capable d'attirer des gens de lui chez LR, donc Guillaume Pelletier, des gens du Rassemblement national comme Gilbert Collard, Rivière et Damien Rieu. Deuxième point, c'est qu'en fait, ça ancre auprès de ces électorats, donc l'aile droite de LR et une partie de l'aile
l'aile identitaire du Rassemblement national. Éric Zemmour est le seul à pouvoir défendre vos convictions. Et donc, du coup, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ne le font pas. Et ça permet de crédibiliser ce message. La difficulté qu'il a dans ces messages, c'est 2 points. Premier point, c'est qu'il n'a aucune chance de gagner. Et les différents sondages montrent qu'il est même rejeté par le grand électorat LR. Je crois qu'il y a 55% des électeurs LR qui trouvent qui ont un avis très défavorable sur lui. Deuxième point, c'est que sur les grandes questions que porte Éric Zemmour, donc sur la question identitaire et sur la question de l'immigration, il est devancé en termes de crédibilité, à la fois par Marine Le Pen, mais surtout, ce qui est plutôt étonnant, c'est Valérie Pécresse qui arrive en tête pour défendre l'identité française et l'immigration. Alors, les sondages, justement, on parlait d'Éric Zemmour, il est à 12%. Ça, c'était un sondage IFOP qui vient de sortir pour Paris Match et Sud Radio. Pas de gros mouvement pour l'instant. Emmanuel Macron, toujours largement en tête, 25,5%. Marine Le Pen, 17,5%. Valérie Pécresse, 16,5%. Bon, ça bouge un tout petit peu à 0,5 en moins ou en plus. Mais globalement, pas vraiment d'évolution des sondages. Encore que ce serait intéressant de voir les prochains sondages, justement, après les ralliements effectués cette semaine par Éric Zemmour. Caroline Pilastre. Oui, effectivement, on voit concernant M. Macron, même s'il a un peu dévissé ces derniers jours dans les sondages, qu'il a toujours un socle qui est quand même extrêmement solide. Il a une base qui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, qu'il emmerde ou non les Français, voteront toujours pour lui et seront toujours présents. Mais c'est très fluctuant, évidemment, d'une semaine à l'autre, 2 petites phrases en buzz. On verra. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas du genre à pronostiquer avant l'élection. On peut tous avoir évidemment des opinions, on a aussi nos sensibilités, mais il n'y a que le jour J où l'élection se fait et où ça risque d'être une surprise ou pas du tout. Par exemple, pour Marine Le Pen, elle le dit clairement, elle rêve de rejouer le match, si je puis dire trivialement, avec M. Macron, comme ça a été le cas en 2017, parce qu'elle a une revanche à prendre. On sait très bien que son débat s'est très mal passé, elle était en deçà, et d'ailleurs, moi je trouve qu'en termes de communication politique, elle est meilleure. Quand vous écoutez ses propos, au niveau de l'éloquence, de la sémantique, elle est beaucoup plus posée, elle a travaillé ses dossiers, on sent quand même qu'elle s'est renforcée pour arriver à la présidentielle. Oui, mais pour le second tour, et c'est là où le bas blesse, c'est ce qu'expliquait William T tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas au second tour précisément. En fait, ce qu'on remarque dans les sondages depuis le début de l'année, et notamment du fait que la crise sanitaire revienne sur le devant de la scène, c'est qu'il n'y a quasiment aucune variation d'intention de vote, hormis de 1 ou 2 points. Mais quand vous étudiez les sondages, 1 ou 2 points, c'est la marge d'erreur, donc ça a très peu d'importance. Ce qui est en train de changer, par contre, c'est les rapports de force au second tour. Ce qu'on voit notamment, c'est que l'écart entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, s'il se qualifiait, est en train de se creuser en faveur d'Emmanuel Macron. Par contre, ce qu'on observe, c'est que l'écart est très serré et dans la marge d'erreur si Macron affrontait à la fois Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, dans la mesure où c'est de l'ordre de 53-47. Donc on ne peut pas exclure que les deux personnes soient en capacité de battre Emmanuel Macron. C'est les deux enseignements qu'on est capable de tirer. Troisième point, moi, ce que je vois, c'est que on assiste à une période de gel démocratique. Ce qu'on est capable d'observer dans les grands pays européens, c'est qu'en fait, lorsqu'on a la crise Covid qui apparaît, toutes les intentions de vote sont gelées et qu'il y a des écarts entre 1 ou 2 points. Pour qu'il y ait un écart qui soit massif, il faut qu'il y ait 5, 6, 7 points. Et pour éliminer ce point-là, il y a 2 conditions. 1, c'est qu'on sort de la crise sanitaire, donc éventuellement dans 3-4 semaines. Et deuxième point, c'est la chose la plus importante, c'est que la seule personne qui n'a pas changé d'intention de vote depuis 2017, c'est Emmanuel Macron. Donc si Emmanuel Macron est candidat... Les intentions de vote en sa faveur n'ont pas bougé. N'ont pas bougé parce que son électorat est gelé. Ils attendent une seule chose, quand on regarde les différentes enquêtes qualitatives et pas quantitatives qui montrent des chiffres, en fait on observe les mots qui sont clés sur Emmanuel Macron, ils considèrent qu'il est jeune, qu'il tente des choses et donc du coup ils lui font confiance tant qu'il est président. Une fois qu'il sera candidat, ce sera différent dans la mesure où les gens vont se positionner et se projeter sur les 5 prochaines années. Pour l'instant, ils se projettent sur les dernières années. Donc, est-ce qu'ils vont se projeter avec lui? Moi, je pense qu'il a 3 difficultés, Emmanuel Macron. 1, c'est un positionnement tactique. On ne sait pas s'il veut plutôt aller au centre-gauche ou plutôt aller au centre-droit, aller séduire l'électorat de Valérie Pécresse. Deuxième point, c'est son bilan. Son bilan est loin d'être bon dans la mesure où il a eu 4 ans d'immobilisme et d'inaction avec les gilets jaunes, la réforme des retraites et la crise sanitaire. Troisième point pour Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il a une absence complète de vision. En 2017, j'étais capable de vous dire qui était Emmanuel Macron et sur quoi il se dirigeait. Aujourd'hui, c'est impossible. Lorsqu'on regarde ses différentes interviews, il est dépassé d'une logique assez disruptive et assez visionnaire à un président plutôt gestionnaire qui est assez pragmatique et qui choisit les sujets en fonction d'un sens. Mais est-ce que les Français veulent se projeter avec quelqu'un avec autant d'incertitudes ? Oui, et tout dépendra effectivement de la date aussi de sa candidature. Et c'est là où les sondages, Caroline Pilastre, risquent de bouger.
Évidemment, mais c'est vrai que de toute manière, moi je ne vois plus un président actuellement, mais plus un candidat qui non est déclaré. en pleine campagne. Mais évidemment, et on sait très bien qu'il gagne du temps aussi au niveau de ses équipes pour avoir un maximum de temps de parole et que les coups soient portés sur les autres adversaires, ce qu'on peut estimer être légitime. Mais moi j'aimerais bien qu'à un moment donné il s'officialise. Alors on nous parle tout le temps de M. Mitterrand qui s'est officialisé au dernier moment, même M. Sarkozy l'a fait assez tard. Malgré tout, concernant M. Macron, je vous rejoins en grande partie. Son bilan n'est pas extrêmement bon sur des sujets importants comme oui, l'insécurité, l'immigration, l'environnement, le handicap et plein d'autres choses. C'est-à-dire que il n'a eu que 5 ans, mais il y a eu beaucoup de « et en même temps », même s'il n'a pas été aidé au niveau de la crise économique, de la crise sanitaire, on le sait très bien. Mais il y a un moment donné, ces rétropédalages, ces couacs de communication, comme les derniers, n'ont franchement pas aidé à son image. Je vous dis, sauf pour son socle qui reste extrêmement présent et qui ne bougera pas. Malgré tout, même s'il essaye, entre guillemets, de se revirginiser vis-à-vis d'une partie des Français, je pense que son image est quand même assez écornée justement par rapport à ses prises de position. Alors on peut lui reconnaître par rapport à cette crise sanitaire où il est faillible comme tous les autres gouvernements. Je ne sais pas si la gauche ou la droite aurait fait mieux, peut-être sur certains aspects, peut-être que non, on ne le saura jamais. Mais quoi qu'il en soit, le concernant, il a eu quand même pour lui le chômage partiel, le quoi qu'il en coûte, même s'il faut rembourser les PGE. Donc vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants en l'occurrence. C'est la gestion purement de la crise exactement, sanitaire. qui disent il a quand même fait malgré tout et qu'il prolonge. Mais il y a un moment donné, justement, on en parlera tout à l'heure, donc je ne veux pas teaser, mais il va bien falloir que ce qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire s'arrête parce que c'est anxiogène pour nous tous, mais je ne pense pas que ce soit extrêmement bon aussi pour lui, ses équipes, parce qu'on a vu même M. Blanquer avec l'histoire Ibiza. On peut prendre ça comme étant des points de détail, sauf que ce qu'on vit actuellement, ça ne l'est pas et on a besoin d'exemplarité. On reviendra sur la question effectivement de la crise sanitaire, du pass vaccinal et de toutes les questions qui se posent. Mais je voudrais qu'on évoque ce sujet, et c'est un point faible d'Emmanuel Macron, de l'Europe globalement, c'est le sujet de l'immigration. Il y a beaucoup de ministres qui sont sur le pont ce week-end avec une opération intitulée les 24 heures de l'Europe, des personnalités politiques pour animer des ateliers, échanger sur l'Europe. Des tracts vont être distribués un petit peu partout en France et parmi les principaux enjeux, donc la question de l'immigration. Et Elisa Lukavski, bonjour. On va voir concrètement avec vous ce que propose le président Macron sur cette question migratoire. Eh bien, Emmanuel Macron, il veut une réforme de l'espace Schengen et de nouveaux mécanismes de protection aux frontières. Voilà ce qu'il propose. Il veut élaborer une force intergouvernementale d'intervention rapide, acter un accueil partagé et solidaire des migrants entre les États membres, bâtir des partenariats avec les pays d'origine des migrants ou encore que les demandes de visa ou d'asile des migrants soient faites dans le pays de départ. Des propositions qu'approuvent certains spécialistes comme Sylvain Kahn. Il s'occupe des questions européennes à Sciences Po, mais qui vont mettre du temps à prendre effet, ces propositions. Et il ne faut pas en attendre de résultats tangibles sous la présidence française, mais cette méthode peut avoir des effets pédagogiques positifs. Si Emmanuel Macron se saisit de ce sujet de l'immigration, c'est que celle-ci, elle est en plein boom. On va le voir avec certains chiffres. Et pour le cas de la France, les demandes d'asile, par exemple, elles sont reparties à la hausse. Avec plus de 104 000 demandes déposées en 2021, c'est 28,3% de plus qu'en 2020. Des demandes d'asile qui aboutissent plus d'une fois sur deux, puisque l'année dernière, 54 094 ont été attribués. En parallèle, les éloignements, ils ont, eux, diminué depuis le début de la crise sanitaire, alors qu'en 2019, on en dénombrait plus de 23 000. Vous le voyez, il y en a eu 13 403 l'année dernière. Des services de l'État qui sont paralysés quand il s'agit justement d'expulser des clandestins, surtout en période de Covid, d'où ces propositions d'Emmanuel Macron à l'échelle européenne. Merci beaucoup, Elisa. Donc Emmanuel Macron qui fait partie le pari de l'Europe pour résoudre la question migratoire. Est-ce que c'est un pari judicieux ? C'est un pari risqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, une grande partie de la migration française, notamment les questions d'entrée légale, dépendent non pas de l'Union européenne, mais dépendent des réglementations françaises. Et donc, du coup, le président de la République et son gouvernement qui décident qui rentre ou pas sur le territoire. Là où l'Europe a l'influence, c'est sur 2 points. Un, c'est sur la question la protection des frontières extérieures, donc sur la question de l'immigration illégale. Et deuxième point, sur les demandes d'asile, dans la mesure où quelqu'un qui est demandeur d'asile en Allemagne, avec la liberté de circulation, peut circuler en
France, mais ça a très peu d'impact dans la mesure où sur le bloc à 250 000, je crois qu'il y en a 180 000 ou 200 000 qui dépendent directement du président de la République et du gouvernement. Donc premier point, c'est un peu défausser sa propre responsabilité sur l'Europe, et c'est ce qu'ont fait une partie des dirigeants français depuis une trentaine d'années. Deuxième point, sur la question européenne, c'est est-ce qu'il va réussir à aboutir à un accord, notamment avec des pays qui le détestent cordialement, notamment je pense au groupe du Visegrad mené par Viktor Orban et la Pologne, c'est le premier point. Deuxième point, c'est s'il mène une réforme de Schengen, est-ce qu'il va réussir à convaincre les pays frugaux dans la mesure où il veut mettre d'autres sujets sur la table, comme sur la question des règles de 3%, donc du pacte de stabilité, et est-ce que les pays vont lui faire une fleur dans la mesure, c'est le troisième point, dans la mesure où il ne sera peut-être pas président de la République dans 3 à 4 mois. Et donc, du coup, les autres gouvernements n'ont pas forcément intérêt à lui donner une fleur, dans la mesure où ça favoriserait son élection. Et c'est pour ça que je pense que la présidence française de l'Union européenne, pour Emmanuel Macron, est un piège, est un cadeau empoisonné. Il n'aurait jamais dû l'accepter. Et si par cas, il pensait plus à l'intérêt général qu'à son intérêt personnel, il aurait dû le reporter de 6 mois après l'élection présidentielle. Et pourtant, il a décidé d'en faire un levier. Caroline Pilastre. Oui, on sait très bien que M. Macron, ainsi qu'une partie de la Macronie, de toute manière, est extrêmement européiste. Il ne s'en est jamais caché. C'est un multiculturaliste. Moi, là où je m'étonne, c'est que ces sujets l'intéressent maintenant parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Parce qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé à ces sujets précédemment. Il aurait très bien pu le faire. Donc, il y a un côté quand même opportunisme politique. Pour moi, je pars du principe qu'on peut choisir son immigration et qu'on peut essayer de réguler le flux. Vous savez très bien que beaucoup de migrants ne veulent pas rester chez nous. C'est juste une transition. Quand ils sont à Calais, tout ce qu'ils souhaitent, c'est partir en Angleterre, rejoindre l'Angleterre. Il faut revoir les accords du Touquet. Et je ne suis pas sûre que M. Macron ait la possibilité, justement, avec ce que vous disiez concernant d'autres pays membres qui sont en total désaccord sur ces questions, de pouvoir peser réellement en si peu de temps. Donc, va-t-il avoir... Il risque même d'avoir droit à des revers en cours de route avant même le premier tour de l'élection présidentielle. Oui, ça peut lui porter préjudice, ça peut le desservir, peut-être pas auprès d'un électorat de droite potentiel chez nous, mais en tout cas vis-à-vis de sa présidence européenne, oui, et il avait totalement l'opportunité de reporter cette présidence européenne. Donc c'est une tactique politique. Est-ce que ça va lui servir? Là est la question, mais vu la situation actuelle, je ne pense pas, et on sait très bien qu'en plus de l'immigration classique, on va avoir de plus en plus dans les années à venir tout ce qui a trait à l'immigration climatique. Donc c'est à prendre aussi en considération sérieusement. Juste d'un mot, Éric Zemmour, lui, se positionne. Il était hier un poste frontière à Menton. Pour lui, on renégocie tout Schengen et si l'Europe n'est pas d'accord, on fait fi des accords de Schengen. C'est-à-dire une sortie de l'Union européenne par conséquent. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que les Français sont quand même attachés à la question européenne. Il y a 2 points sur la question migratoire. C'est qu'en fait, les flux migratoires que nous sommes en train de subir ne sont que le début et nous aurons une grande vague migratoire dans les années à venir pour différentes raisons. Premier point, c'est la question de l'instabilité dans les pays du monde, Moyen-Orient et Afrique. Deuxième point, c'est que l'instabilité est désormais climatique. Et sur Caroline Pilastre. En fait, le problème migratoire va venir de plus en plus. Et donc, du coup, si vous n'avez pas la protection des frontières européennes et que les gens arrivent quand même par l'Italie ou par l'Espagne, ils vont finir chez nous. C'est comme les personnes qui transitent par Calais veulent aller au Royaume-Uni. Et donc, du coup, la question migratoire est essentielle, mais avec une doctrine qui doit être simple. La France ne doit pas subir l'immigration, mais doit la choisir, en fait. Il y aura des migrations, mais c'est qui on décide d'accueillir sur notre territoire. Il s'appelle BA2, nouveau variant du Covid, ou plus précisément sous-variant d'Omicron. Au Danemark et en Inde, par exemple, il est devenu majoritaire. Les contaminations repartent à la hausse. Il a été détecté en France, à des niveaux très faibles pour l'instant. On va faire le point avec vous, professeur Bruno Megarban. Merci d'être avec nous, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Qu'est-ce qu'on sait précisément de ce sous-variant et est-ce que l'on doit s'en inquiéter ? Écoutez, comme vous l'avez expliqué, c'est un sous-variant de l'Omicron que nous connaissons. Alors, sa présence n'est pas nouvelle, en fait. Dès décembre 2020, il était déjà décrit en même temps que le variant classique Omicron BA1. Par contre, il s'est essentiellement développé en Inde et en Asie du Sud-Est. Puis, il est arrivé en Europe, notamment au Danemark. Et le fait que l'épidémie continue à progresser dans ce pays a été attribué à ce variant qui pourrait être plus contagieux que le sous-variant Omicron BA1 que nous avons déjà. Donc ça veut dire que l'épidémie est loin d'être terminée, ou en tout cas la vague qu'on traverse n'est pas finie du tout ?
Alors, on ne sait pas exactement les conséquences épidémiologiques de l'apparition de ce variant, notamment peut-être en France. Alors aujourd'hui, malheureusement, le séquençage est la seule façon de l'identifier parce que ce variant n'est pas bien identifié par les tests de criblage moléculaire usuels. Donc, de fait, on ne connaît pas exactement sa prévalence en France. Il serait encore inférieur à 1% des souches. Mais si effectivement, comme au Danemark, on voit se poursuivre l'épidémie alors que les épidémiologistes avaient prévu le pic vers la mi-janvier, eh bien, le rôle de ce sous-variant peut être envisagé. Il serait donc à ce moment-là plus contagieux, puisqu'en fait, il semble avoir un avantage sélectif par rapport au sous-variant initial, sans pour autant avoir plus de virulence. Donc, il pourrait un tout petit peu prolonger les contaminations. Ce que l'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'une personne qui vient d'être contaminée par le sous-variant BA1, Omicron, ou le variant Delta, peut être recontaminée relativement rapidement par ce nouveau sous-variant et de fait, évidemment, prolonger un tout petit peu les contaminations. Oui, ça fait encore beaucoup de questions, alors qu'on en commençait gentiment à envisager la levée des restrictions sanitaires. Très rapidement, une dernière question. Avec ce médicament anti-Covid de Pfizer qui vient d'être autorisé, qui permet d'éviter les formes graves, est-ce que ce Paxlovid, c'est son nom, peut changer le cours des choses ? Alors, on va dire, c'est un médicament qui est un antiviral, donc qui est destiné, comme vous l'avez dit, à traiter les personnes à très haut risque de faire une forme grave de la maladie au début de l'infection, c'est-à-dire 3 à 5 jours après le début des signes. Donc essentiellement les personnes non vaccinées, mais aussi les personnes immunodéprimées, âgées, avec des comorbidités. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, il est actif aujourd'hui, quels que soient les variants qui circulent. Donc sur Delta, sur Omicron, sur Omicron BA1, BA2. Donc le problème étant, est-ce que effectivement les résultats extrêmement positifs retrouvés dans l'étude faite par Pfizer seront retrouvés en population générale? Comme vous le savez, il semble permettre dans 90% des cas d'éviter une forme grave de la maladie lorsqu'il est pris très précocement. Donc aujourd'hui, il a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, il sera donc disponible. Merci. Son intérêt, c'est qu'il est par voie orale, avec un traitement d'une durée de 5 jours, donc facile à prendre. Merci. Après prescription en pharmacie. Merci beaucoup, professeur Bruno Megarban. On se raccroche à tout ce qu'il y a de positif, comme vous l'avez compris. Dans un instant, on revient avec William T. et Caroline Pilastre. On fera le point sur ce pass vaccinal qui entrera donc en vigueur lundi. Un pass largement accepté des Français, mais qui estime qu'il faudra pouvoir y mettre un terme le plus vite possible. À tout de suite. Rendez-vous avec Brigitte Millot pour toute l'actu santé dans Bonjour Docteur Millot, samedi de 10h à 11h. 7h30 dans la matinale week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez toujours avec William Tay et Caroline Pilastre autour de la table. Les titres, et on commence par le pass vaccinal qui entrera donc en vigueur dès lundi. Il a été validé hier par le Conseil constitutionnel. Un pass accepté par une majorité de Français, mais sous réserve. Nous verrons ce que ça va changer dans notre quotidien, avec une question pour combien de temps. Les détails, et ce n'est pas toujours évident, mais ce sera très clair avec vous, Elisa Lukavski. À tout de suite. Obtenir les 500 parrainages relève pour certains candidats du casse-tête, mais c'est très compliqué aussi pour les élus qui ont parfois peur de soutenir un candidat et de déplaire à leurs administrés. Dans le Var, un maire a trouvé la parade. Il va faire voter les habitants pour choisir qui parrainer. Nous l'avons rencontré. Et puis Anne Hidalgo en meeting cet après-midi à Aubervilliers. Si le département de la Seine-Saint-Denis est resté à gauche, cette commune en revanche est tombée à droite aux dernières municipales. Tout un symbole alors que la candidate du PS stagne à 3% des intentions de vote. Le pass vaccinal, le fameux, sera donc en vigueur dès lundi. Le très controversé projet de loi a finalement passé toutes les étapes, y compris la dernière, celle du Conseil constitutionnel. Elisa Lukavski, on va voir avec vous ce que ça change concrètement, pour qui, pourquoi, pour combien de temps. Bon, déjà, il sera obligatoire pour toutes les personnes en France de plus de 16 ans et dans les mêmes lieux que le pass sanitaire. C'est parti, premier cas de figure, le plus simple. Si vous avez eu votre 3e dose, rien ne change pour vous. Votre pass sanitaire se transforme automatiquement en pass vaccinal. Si vous avez reçu
2 doses de vaccin. Votre passe vaccinal est valide à condition de faire dans les 4 mois maximum suivants votre prochaine injection. Voilà, c'est pas très clair, mais vous allez y arriver, Lisa. On vous fait confiance totalement. C'est hyper compliqué. Ça se complique si vous n'avez eu qu'une seule dose de vaccin. Dans ces cas-là, si vous avez eu le Covid avant votre première dose, le pass il est valide à condition de faire votre rappel dans les 4 mois. Si vous avez eu le Covid après la première dose, le pass il est valide et là vous avez 6 mois pour faire votre rappel. Et si vous n'avez pas eu le Covid, votre pass il est activé que lorsque vous justifiez d'un test négatif de moins de 24 heures et ce jusqu'à ce que vous fassiez votre deuxième dose. Enfin, le dernier cas de figure, alors là vous n'êtes pas du tout vacciné. Si vous avez eu le Covid, votre pass il est valide dès 11 jours après votre test positif et ce pour une durée de 6 mois. Et si vous n'avez pas eu le Covid et que vous n'êtes pas vacciné, alors là, la sanction, elle est immédiate. Vous n'avez pas de passe vaccinal. Ben voilà, on a tout compris. Merci beaucoup, Elisa. Parmi les dispositions, le Conseil constitutionnel a également validé celles pour qui les cafetiers et restaurateurs peuvent vérifier l'identité des clients pour voir s'il n'y a pas de fraude avec le pass. Nous avons rencontré des restaurateurs et des clients. Reportage. À partir de lundi, seuls les clients complètement vaccinés pourront manger dans ce restaurant. Le personnel pourra contrôler leur identité pour éviter les fraudes, mais pas de quoi les décourager. Je ne vois pas la contrainte où c'est qu'elle est, de faire voir sa carte d'identité. C'est juste un contrôle. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de souci. Du côté du gérant, pas d'inquiétude non plus. Il ne comprend d'ailleurs pas le débat autour du contrôle d'identité. À l'époque, quand il y avait les paiements par chèque, on demandait bien une pièce d'identité quand il y avait un paiement par chèque. Si on a un doute sur la personne, sur sa majorité, on peut demander sa carte d'identité. Donc il n'y a pas de problème. Dans cet autre restaurant, en revanche, la mesure refroidit aussi bien les clients que certains salariés. Déjà qu'avec le pass sanitaire, on perd un temps incalculable. Moi, je n'irai pas jusqu'à contrôler l'identité, non. Je laisse ce travail à la police, moi. Aller demander l'identité de quelqu'un pour pouvoir aller manger, c'est vraiment, moi, je pense que c'est une atteinte à la liberté totale. Selon certains restaurateurs, la solution serait l'instauration du pass vaccinal avec photo. Le contrôle d'identité ne sera cependant pas obligatoire. Caroline Pilastre, oui. Ce sujet résume un peu bien l'état d'esprit global des Français. Puis on va s'appuyer sur un sondage Odoxa pour le Figaro qui indique que 62% des Français approuvent le dispositif, mais qu'ils sont 71% à souhaiter une suspension immédiate en cas d'amélioration de la situation. Écoutez, pour moi, ce pass vaccinal est un pass politique, tout simplement parce qu'on aurait très bien pu faire comme nos voisins espagnols, anglais, qui ont décidé de prendre actuellement la Covid comme étant, entre grosses guillemets, une grippette, c'est-à-dire en laissant le choix aux citoyens, en termes de responsabilité individuelle, de continuer à vivre leur vie sans toutes ces restrictions, toutes ces consignes qui nous la gâchent quand même au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce clivage. Le sondage le prouve bien, ainsi que la séquence qu'on vient de voir. La France est divisée en deux. Si vous n'avez pas ce pass vaccinal, vous n'avez plus de vie sociale. Vous êtes mis au banc de la société parce que le but du gouvernement, c'est que tout le monde se vaccine. On a compris qu'avec le vaccin, on avait moins de chances de faire de formes graves et donc de finir en réanimation. Mais moi, je d'encombrer les services hospitaliers. Totalement, et c'est bien le problème aussi parce qu'on nous parle justement de l'engorgement constamment, ainsi que des déprogrammations d'examens ou d'interventions. Sauf que ça a toujours existé, même si avec la Covid, ça s'est évidemment accentué. Donc c'est revoir structurellement l'hôpital, mettre plus d'effectifs, plus de moyens aussi dans cette partie du régalien. Et je vais vous dire, moi, je suis contre le fait qu'on puisse montrer son identité à un restaurateur ou un commerçant pour aller boire un café ou pour rentrer peut-être par la suite dans une boutique, parce qu'on nous parle de cette pandémie comme étant une pandémie qui va s'arrêter dans 3 semaines. Eh bien écoutez, je ne suis pas voyante, mais je n'y crois pas beaucoup. Je vois pas comment, d'ici 3 semaines, la contagion ne pourra pas continuer, puisqu'en plus on nous parle maintenant de ce nouveau variant. Sous-variant qui serait très contagieux. Parfaitement. Donc qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Moi, je ne veux pas que cela perdure dans le temps. Je ne veux pas que ça devienne des lois liberticides. Et on a quand même le droit de continuer à conserver une confidentialité et une intimité dans notre quotidien. Donc moi, ça m'inquiète sur le long terme, effectivement. À l'image de 71% des Français. William Tesco dit Caroline Pilastre. Oui, je suis plutôt d'accord, mais je mettrai quand même quelques différences. Là, je vais dire pourquoi je suis d'accord.
Le problème, en fait, sur la question, c'est est-ce qu'il y aura une amélioration de la situation? C'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une amélioration de la situation. C'est ça toute la grande difficulté, parce qu'en fait, on a une amélioration de la situation. Il y a beaucoup, les hôpitaux sont beaucoup moins saturés, alors qu'on a un nombre de cas qui est beaucoup plus important. Et donc, du coup, les services hospitaliers résistent mieux. Mais quel est le seuil limite qu'on est prêt à accepter? Moi, je pense que la crise a interrogé, d'une part, nos L'Angleterre a réglé la question. On est prêt à accepter des morts. L'Angleterre et Boris Johnson ont adopté la doctrine la plus cohérente de la gestion de crise. La question, c'est quelles sont nos valeurs sur ce point et quelles sont les dérives du modèle démocratique. Sur la question des valeurs, ce qu'on assiste depuis la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme dans les pays européens, c'est qu'on est sur une doctrine zéro mort. On le voit sur les conflits armés. Désormais, lorsqu'il y a un mort sur une intervention extérieure, c'est très grave. Alors qu'avant, ça ne l'était pas en raison des millions de morts. Et ça s'est retranscrit sur la question de la crise sanitaire. Ensuite, c'est notre paradigme en termes de valeurs. C'est que d'une part, nous avons sacrifié les générations les plus jeunes pour protéger les générations les plus âgées et qu'on a fait un choix qui était collectif de protection. C'est-à-dire plutôt que sur un choix individuel, on a adopté une logique qui était collective pour plusieurs raisons. Premier point, c'est qu'en fait, les hôpitaux sont pris en charge par les contribuables publics et donc du coup, c'est une question de logique publique. Deuxième point, c'est que la pandémie ne touche pas uniquement les propres personnes, mais ça peut toucher différentes personnes. Donc c'est en termes de valeurs, on est passé d'une logique qui était dans une démocratie libérale de liberté individuelle sur un modèle qui est plutôt chinois de protection collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les dérives démocratiques qui sont liées. Parce que dans la mesure où un gouvernement peut régner pendant 2 ans avec uniquement un conseil des défenses sans rendre de compte au conseil des ministres, sans rendre de compte au Parlement, que le gouvernement n'est pas contrôlé dans son action par l'Assemblée nationale, que le Sénat n'a pas de moyens de contrôle et qu'enfin les différents pouvoirs juridictionnels comme le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel laissent faire toutes les dérives qui sont possibles. À partir du moment où Emmanuel Macron, s'il était réélu et qu'il y ait une évolution de l'épidémie, Emmanuel Macron peut très bien... Il aurait les pleins pouvoirs, c'est ce que Il a quasiment les pleins pouvoirs, dans la mesure où il peut discriminer ouvertement, comme il l'a dit dans une interview aux Parisiens, discriminer une partie de la population. Et je mets un point, imaginons que la situation, et on ne le souhaite pas, la situation épidémiologique se détériore. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Emmanuel Macron de confiner uniquement les non-vaccinés? Personne n'est capable de l'empêcher. Juridiquement, personne ne peut le faire. Mais justement, sur le risque d'une évolution dans le mauvais sens de l'épidémie, est-ce que finalement les restrictions ne sont pas nécessaires à poursuivre pour l'instant? Mais écoutez, il faut bien vivre avec ce virus. On n'arrête pas de nous le dire. On sait quand même à quoi s'attendre depuis 2 ans. On a appris tous plus ou moins de cette crise. Donc il y a un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu nos libertés. Pour vous, c'est le moment de dire stop. C'est le moment, oui, mais tout en conservant les gestes barrières. C'est-à-dire que je suis consciente que cette crise a tué, fait des victimes avec des longues séquelles qui ne sont pour l'instant pas guérissables. Donc ça, je ne le nie absolument pas. Mais quand on entend tout et son contraire, porter le masque à l'extérieur, on sait très bien, c'est uniquement du bon sens, de la logique, que quand il n'y a personne dans une rue ou à la campagne, on peut l'enlever. Ça ne craint rien. Tous les épidémiologistes et les infectiologues nous le disent. Vous êtes plutôt du principe, on regarde du côté de l'Angleterre, de l'Espagne, et on fait avec. Il faut vivre avec. On avance. Il faut le mettre en place. On avance. Pendant ce temps, la course au parrainage continue. Il en faut 500, vous le savez, pour se présenter à la présidentielle. C'est un casse-tête pour certains candidats, mais aussi pour les élus qui ont souvent peur d'accorder ce fameux parrainage au risque de froisser certains de leurs administrés. Alors, il y en a qui sortent le pare-feu. C'est le cas d'un maire du Var qui a décidé de consulter tous les habitants de sa commune. À Saint-Anastasie-sur-Issole, le reportage de Stéphanie Rouquier. Dans le Var, les 2000 habitants de Sainte-Anastasie-sur-Issole se préparent pour une préélection présidentielle. Le maire du village, sans étiquette, a pris une initiative inédite, faire choisir ses administrés, eux-mêmes, le candidat parrainé. J'ai été élu sans étiquette, donc je ne voulais pas rentrer dans cette démarche-là. Mais pour autant, je ne voulais pas que l'on soit absent du débat public. C'est peut-être une façon aussi de remotiver un peu la population, de la réintéresser à la chose. Et peut-être qu'on n'est pas encore dans 2 mois le discours de dire encore l'abstention, l'abstention, l'abstention. Les maires, ils sont des fois coincés parce qu'ils ne savent pas quoi choisir. Et ils ont des pressions. Si ça part des citoyens, ça sera plus simple pour eux. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Vous irez voter? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le scrutin se tiendra le 29 janvier et le 5 février dans la salle polyvalente. Les portraits de tous les candidats seront affichés. On va aussi proposer aussi la candidature du président Macron, même s'il n'est pas déclaré, ça paraît une évidence. Donc voilà, aujourd'hui on est à 40-45 candidats déclarés. Si le scrutin n'atteint pas 25% de participation, les bulletins ne seront pas dépouillés, pas assez significatif pour le maire. Il ne parrainera donc aucun candidat.
J'ai un autre exemple dans le Nord, à Marpan, où le maire a lui décidé de faire le parrainage par tirage au sort. Il va tirer au sort, comme ça sera plus simple. William T, au-delà du sourire, évidemment, est-ce que c'est une initiative intelligente ? Je trouve que la deuxième par tirage au sort est plus intelligente que la première. Ah bon ? Ah oui, bon, pourquoi ? Oui, je pense, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans la mesure où vous faites un tirage au sort, vous avez une chance de favoriser une personne éventuellement qui a très peu de chances de l'avoir. Vraisemblablement, si la personne désigne par référendum, en fonction de son habitation, ce sera une des personnes qui sera provenant d'un parti de gouvernement qui sera désignée. Sinon, il ne désignerait pas par référendum. Si c'était un village qui votait déjà Marine Le Pen, il aurait déjà donné son parrainage à Marine Le Pen, à Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Donc vraisemblablement, c'est un village qui vote plutôt pour un parti de centre-gauche ou centre-droit, soit du PS, soit de la République En Marche, soit de Valérie Pécresse. Et ces personnes-là n'ont pas besoin en fait d'un parrainage. Donc du coup, ils provoquent un référendum. Ah oui, donc vous voulez aider ceux qui ont besoin de parrainage. En fait, moi, je pense que Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo n'ont pas besoin de parrainage. Eux, ils sont déjà assurés. Ils sont sur l'avoir. Et donc, du coup, le débat se porte non pas sur eux, est-ce qu'il faut leur donner des parrainages supplémentaires, il se porte sur les candidats qui représentent comme une sensibilité dans ce pays. Donc, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qu'importe leurs idées. Il faut que leurs idées soient représentées dans le débat démocratique. Et comment faire pour, en fait, remplir cet objectif-là ? Parce que le système des parrainages a été dévoyé dans la mesure où il a été créé pour éviter les candidatures les plus farfelues. Personne ne pense aujourd'hui que des candidatures comme Mélenchon, Éric Zemmour ou Marine Le Pen sont des candidatures farfelues. Et donc, du coup, c'est comment on fait pour les aider concrètement, pour les aider à avoir ces parrainages, pour qu'on ait un véritable démocratique sur quel sera l'avenir de la France après 2022. Caroline Pulas, vous trouvez plutôt sensible justement à cette histoire de faire voter les habitants en anticipation ? Alors, contrairement à vous, je serais plus pour la première option que je trouve moins folklorique. Mais je trouve cette initiative extrêmement intéressante. C'est novateur parce que ça peut intéresser justement à des administrés, des électeurs potentiels à la politique, puisqu'on sait très bien que le mal des élections, c'est quand même l'abstention. Là, on est en train de parler potentiellement, comme en 2017, de 35% d'abstentionnistes. Donc, ça peut être là-dessus, en termes de pédagogie, quelque chose vraiment de chouette pour les maires. Et ces maires, en plus de ça, pourront moins prendre de risques en termes de pression ou de menaces, même si on sait très bien que personne ne fait l'unanimité et en politique encore plus. Mais forcément, si vous allez dans le sens de vos administrés, il y a de la cohésion qui va se créer, que ce soit dans un village. Alors, est-ce qu'après, c'est possible de le faire dans les grandes villes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve l'initiative extrêmement chouette. Et pour la démocratie, c'est très démocratique pour moi, en fait. Il faudra en passer de toute façon, d'une manière ou d'une autre, après cette élection, par une réforme de ce système de parrainage ? Ah oui. Oui, on n'a pas le choix. Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus ? Oui. Ah oui, parce que c'est quand même lamentable que des élus n'aient pas le droit de voter pour les candidats qui leur ressemblent en termes de sensibilité, sans avoir justement les pressions et les menaces dont je parlais précédemment, et même de se voir enlever certaines subventions du conseil régional ou départemental. Donc oui, il faut vraiment revenir, pour moi, sur l'anonymat. Anne Hidalgo en meeting cet après-midi, 14h au dock d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Son meeting sera à suivre sur CNews. Alors c'est un département de gauche, mais Aubervilliers, ancien bastion communiste, est tombé à droite aux dernières municipales. Le choix de cette commune est donc très symbolique pour la candidate du Parti socialiste, qui culmine pour l'instant toujours à 3% des intentions de vote. Reportage Camille Baron et Thibault Marcheteau. Le rideau du local est un peu rouillé. Après les dernières élections, la section socialiste d'Aubervilliers s'est mise en retrait du parti. Oui, ça fait un moment qu'il n'a pas été ouvert. Bastion de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mairie a basculé à droite aux dernières municipales. Profondément divisée, la gauche avait présenté 6 listes différentes. Le Parti socialiste et l'ensemble des formations officielles de gauche ont décidé de persister dans l'erreur en reproduisant la même stratégie à l'occasion des élections départementales en 2021, et ça a produit exactement le même résultat, ce qui fait que paradoxalement aujourd'hui, Aubervilliers, une des villes les plus à gauche de France, est gouvernée par la droite. Alors dans cette ville très populaire, les électeurs de gauche sont perdus, voire désabusés. Et ça aurait été mieux qu'ils fassent un ralliement tous ensemble. Et je pense que la gauche aurait gagné. C'est comme là au présidentiel, donc c'est un peu le même phénomène. La droite mobilise ses troupes et puis la gauche a un peu de mal à fédérer sur un projet commun. C'est bien le défi qu'aimerait relever Anne Hidalgo. Pour présenter son programme, le choix d'Aubervilliers n'est pas anodin. La gauche, disons-le, elle est en difficulté, elle est à la peine, aussi parce qu'elle ne sait pas se regrouper, se rassembler. Dans une ville qui a payé cher les divisions de la gauche, c'est aussi un signal de dire il est temps de se regrouper, de se rassembler. Une main tendue, mais pas d'union à l'horizon.
À gauche, chacun veut pour le moment maintenir son projet. William T, le signal arrive trop tard ? Anne Hidalgo, moi je pense et je le maintiens, est la candidate la plus nulle de l'histoire du Parti socialiste. Ah oui, Et je pense qu'elle doit se retirer, en fait, pour ne pas tuer davantage un parti en perdition et pourtant qui est important pour la vie politique française pour différentes raisons, dans la mesure où en fait on a besoin d'une gauche pour porter certains combats comme la question de la justice sociale, la question de l'écologie, etc. Anne Hidalgo est en train de détruire les idéaux de la gauche et représente... Anne Hidalgo toute seule ? Anne Hidalgo toute seule, en fait, c'est une véritable catastrophe sur plusieurs niveaux, parce que même si Benoît Hamon était très faible en termes d'intention de vote, au moins il avait une idéologie qui était claire, on savait sur quoi il allait. Ça portait pas électoralement, mais au moins on savait à peu près sur quoi il représentait et quelle était sa vision de la société. Personne n'est capable de dire quelle est la vision d'Anne Hidalgo. Et en fait, elle trahit tous les idéaux de gauche. La gauche est pour le principe d'égalité. Elle est pour la discrimination positive. La gauche a créé la République et a créé le principe de laïcité. Elle est pour les différents avantages de discrimination. Elle est pour une société qui est multiculturelle. La gauche est ouverte sur le monde et donc porte un idéal européen notamment. Anne Hidalgo, on ne connaît pas son projet sur l'Europe alors qu'aujourd'hui, la France est présidente du Conseil de l'Union européenne. La gauche, en fait, porte différents combats et Anne Hidalgo est en train de trahir petit à petit ces différents points. Et après, je pense qu'il y a une qualité qui est essentielle, c'est qu'en fait, elle n'a pas de capacité de gestion. En fait, tous les autres personnes qui sont à la tête d'une collectivité territoriale sont capables de se prévaloir de leur bilan. À chaque fois, par exemple, Alain Juppé disait qu'il était un grand-maire de Bordeaux, François Barouin de Troyes, Valérie Pécresse, la présidente de région Île-de-France. Anne Hidalgo est même pas capable de dire qu'elle a été une bonne maire de Paris parce que sur tous les indicateurs, ça a été une catastrophe absolue. Les finances publiques, la propreté de la ville, la sécurité, sur tous les points, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'elle doit se retirer pour pas détruire la gauche davantage. Bon, alors, on va pas parler d'Anne Hidalgo parce que là, ça a été suffisamment clair pour William T, mais de la gauche en général, Caroline Pilastre, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'humilité ? Par exemple, d'aller chercher là, à Aubervilliers, une ville qui est tombée et qui vraisemblablement ne reviendra pas. Malgré tout, aller sur ce terrain, c'est quand même facile pour Madame Hidalgo, puisque c'est quand même un bastion initialement acquise à la gauche. Donc elle ne prend pas beaucoup de risques, même si c'est passé à droite. Mais évidemment que la gauche est fracturée. Et c'est extrêmement dommageable, parce qu'on a besoin des oppositions, de toutes les oppositions. Le PS est un grand parti et on voit ce qu'ils sont tous en train d'en faire à cause, et je vous rejoins totalement là-dessus, d'une question d'ego. Madame Hidalgo, comme l'a fait précédemment Monsieur Montebourg, devrait se retirer. Mais elle va aller jusqu'au bout. C'est fait. C'est fait, mais elle va aller jusqu'au bout, justement, parce que c'est la maire de Paris, parce que c'est une question d'ego, parce que je pense que dans son fort intérieur, sinon elle ne se serait pas autant motivée, mobilisée, gagnée. Mais on sait très bien qu'elle a aucune chance. Et si vous écoutez beaucoup de Parisiens et de Franciliens, ils sont vraiment en désaccord avec sa politique sur la question de l'insécurité, de la propreté. Enfin, voilà, donc je ne comprends même pas encore qu'à 3%, elle n'arrive pas à se rendre compte qu'elle fait plus de mal à ce parti en laissant sa candidature actuelle plutôt qu'en se retirant et peut-être en trouvant une autre solution. Alors vous avez Madame Taubira qui, de toute manière... Il y a 3% aussi dans les intentions de vote. Aussi, mais veut continuer justement sur cette voie. On sait très bien que M. Mélenchon fait plus que tous les autres réunis. Je ne sais pas où ils vont aller, à part dans le mur. Je vous parle comme je le pense. Bon, en tout cas, il y aura ce meeting à Aubervilliers, 14h à suivre sur CNews. Le sport et du football avec un classique hier, le derby Lyon-Saint-Etienne. Triste derby, succès ce soir, son 300e match en Ligue 1. À Lyon aurait pu alourdir le score par Oussem Aouar, mais s'impose donc 1-0. Les Verts, regardez, eux enchaînent une 7e défaite de suite en Ligue 1. C'est simple, c'est tout simplement la pire série en cours dans les 5 grands championnats européens. Pilastre, William T, merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans la matinale week-end ce matin. Vous restez avec nous dans un instant, le rappel des principaux titres et puis juste après l'interview.